Sors, parasite. Mes parents m'ont mise à la porte de la maison le jour de mon anniversaire, le même jour où j'ai gagné 5 millions à la loterie. Tout ça pour donner ma chambre à leur fils préféré. Maintenant que leur prince a vidé leur compte, ils exigent que je sauve la maison. Ils ne savent pas que j'ai déjà racheté le prêt hypothécaire et, pour son anniversaire, celle qu'ils appelaient parasite reviendra en tant que propriétaire. Lève-toi, fais tes valises et pars. Ce fut la première chose que j'entendis le jour de mes 18 ans. Ma mère se tenait à la porte avec 3 sacs poubelles noirs, ceux que nous utilisions pour sortir les ordures le jeudi. Maman, c'est mon anniversaire. Exact. Tu as 18 ans maintenant. Nous n'avons plus aucune obligation légale envers toi. Elle jeta les sacs sur le lit. Mets tes affaires. Tu as 15 minutes. Mon frère apparut derrière elle, portant ses écrans. Dépêche-toi. Je n'ai pas besoin de mesurer l'endroit où ira le bureau. Ton bureau. C'est ma chambre. Ma mère ne me regarda même pas. C'était ta chambre. Ton frère a besoin d'espace pour travailler. Il fait quelque chose de sa vie. Travailler. Mon frère de 23 ans qui avait vendu les outils de mon grand-père sans demander la permission à personne. Il faisait quelque chose de sa vie. Je mis mes affaires dans les sacs, vêtements, cahiers, et la photo de mon grand-père. Le verre se brisa en heurtant quelque chose à l'intérieur du sac. Mon frère mesurait déjà le mur pour ses lumières LED, les mêmes murs que j'avais peints avec mon grand-père quand j'avais 11 ans. Et, tu peux emporter cette merde avec toi? Je donne un coup de pied dans la boîte avec mes affaires d'école. Ça me gêne. Dans la cuisine, mon père mâchait son pain grillé. Il sortit un billet de 10 $ et me le tendit entre 2 doigts. Prends le camion. Et ne sois pas ingrate. Papa, tu vas sérieusement me chasser pour lui donner ma chambre? Il en a besoin. Tu es déjà grande. Il a 23 ans. Je viens d'avoir 18 ans. Il épousseta les miettes de sa chemise, du pain que j'avais acheté avec mes quarts de travail au magasin. C'est un homme et il a besoin de son espace pour progresser. Tu peux te débrouiller avec n'importe quel coin. Il me regarda avec ce visage que je connaissais depuis toujours. Sors, parasite. Nous t'avons supporté assez longtemps maintenant. De ma chambre, mon frère cria, maman, tu me feras des œufs. J'ai faim. J'arrive, mon fils. Tu les veux comment, brouillés ou frits? Ma mère me poussa vers la porte. Arrête d'être si dramatique. Ça te fera du bien d'apprendre à te débrouiller. Elle me claqua la porte au visage et la verrouilla. J'entendis le rire de mon frère mêlé au son de son jeu vidéo. Le jour de mon anniversaire, dans ma chambre, je marchais 2 pâtés de maison jusqu'à la maison de Donia Refugio. Je l'avais aidé à porter ses sacs d'épicerie quelques fois, et une fois, j'avais débouché le drain de sa cour quand elle avait été inondée. C'était la seule personne du quartier qui m'avait jamais dit « Merci, Donia Refugio. J'ai besoin de charger mon téléphone. » Juste 10 minutes. Elle me regarda de haut en bas. Les sacs poubelles, mes yeux bouffis. C'est 50 centimes. La moitié de tout ce que j'avais. La femme que j'avais aidée gratuitement 2 fois me faisait payer 10 minutes d'électricité. Je lui donnai la facture sans discuter. Elle me montra la prise près de la porte et rentra chez elle pour regarder son feuilleton sans même m'offrir un verre d'eau. J'appelai ma tante, qui était en route, lui disant que mes parents m'avaient chassé, que je n'avais nulle part où aller. Elle dit oui, de venir, d'un ton qui ne me plaisait pas, mais je n'étais pas en position de la questionner. Il me restait 4 minutes des 10 que j'avais payés. Mon téléphone chargeait, la petite lumière rouge clignotait. Puis je me suis souvenu du billet. Je l'avais acheté hier avec mes dernières pièces, une tradition que j'avais avec mon grand-père. Il m'en achetait toujours un pour mon anniversaire et me disait, un jour, ces chiffres seront les nôtres. Il était mort depuis 3 ans, mais je continuais à l'acheter chaque année. Je le sortis de ma poche et ouvris la page de la loterie. Le premier numéro correspondait, le second aussi. Ça m'était déjà arrivé. 2 ou 3 numéros ne signifient rien. Le 4e, mes mains commencèrent à trembler différemment. Le 5e, je me couvris la bouche. Le 6e, tous les 6 numéros. Je fermai la page, la rouvris. Je la comparai à nouveau avec le billet scotché à l'écran. Même chose, des millions. Donia Refugio riait à quelque chose dans son roman. 3 pâtés de maison plus loin,
mon frère emménageait dans ma nouvelle chambre. Ma mère lui préparait le petit déjeuner. Mon père m'avait déjà oublié. Et je fixais un billet d'une valeur de 5 millions, assise sur le sol d'une femme qui me faisait payer 50 centimes pour une prise électrique. Je sortis la photo de mon grand-père du sac. Le verre était cassé, mais le cadre était toujours intact. Je mis le billet derrière la photo et refermai le cadre. 5 millions cachés derrière la seule personne qui ait jamais cru en moi. Je me levai, remerciai Donia Refugio, ramassai mes sacs et partis. Tout ce qu'on m'avait appris jusqu'à ce jour, c'est que je ne valais rien, que j'étais la femme de ménage, le parasite, celle qui était superflue. Et je les ai crus pendant 18 ans. Mais ce matin-là, marchant sur le trottoir avec 3 sacs poubelles et un secret de 5 millions de dollars, j'ai décidé que c'était la dernière fois que quelqu'un me ferait sentir que je ne méritais pas d'exister. Ma tante m'ouvrit la porte cet après-midi-là avec le même visage que l'on fait quand on reçoit un colis que l'on n'a pas commandé. Elle me montra la chambre de bonne au fond du couloir. C'est temporaire, ne t'habitue pas. La chambre était un placard avec un lit, le matelas, une chaise en plastique et mes 3 sacs poubelles contre le mur rentraient tous. Je posai la photo de mon grand-père sur la chaise, l'appuyant contre le mur comme une table de nuit, 5 millions de pesos à 30 cm de mon visage, et moi dormant dans une pièce qui sentait l'eau de Javel. Cette nuit-là, j'entendis ma tante et son mari dans la cuisine. Ils ne prirent pas la peine de baisser la voix. C'est juste pour quelques jours. C'est ma nièce. Je n'allais pas dire non pour quelques jours. Parce qu'une autre bouche. On ne va pas la garder ici. J'aurais pu sortir le billet, le leur montrer, les faire taire pour toujours, mais quelque chose en moi me disait que ce secret était la seule chose qui m'appartenait vraiment et que si je le laissais sortir, il me l'enlèverait. La première semaine, je cherchais sur l'ordinateur de la bibliothèque publique, que faire si on gagne à la loterie et qu'on ne veut pas que personne le sache? Tous les forums disaient la même chose. Ne le dis à personne, prends un avocat. Encaisse par le biais d'une entité légale. Je trouvai une avocate spécialisée dans les fiducies et les confiscations. Je pris 3 bus pour me rendre à son bureau parce qu'il était de l'autre côté de la ville. Je ne voulais pas que quiconque dans le quartier me voie entrer dans un cabinet d'avocat. Je lui montrai le billet, elle le sortit du cadre photo, le vérifia, et son visage changea. La première chose est de ne le dire à personne, ni à ta tante, ni à ta meilleure amie, ni même au chien. Elle me regarda par-dessus ses lunettes. Je vais te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre, mais tu dois savoir. L'argent révèle le pire des gens, surtout de la famille. J'ai vu des frères et sœurs se poursuivre en justice, des parents voler leurs enfants. Des mariages s'effondrer en quelques semaines. Tu décides comment tu veux vivre, mais mon travail est de protéger cet argent pour qu'il reste à toi. Nous avons ouvert un compte pour encaisser le prix au nom d'une entreprise, pas au mien. De cette façon, personne ne pouvait remonter l'argent jusqu'à moi. Cela a pris 3 semaines, 3 semaines d'aller-retour en camion, à signer des papiers que je comprenais à peine, à apprendre des mots que je n'avais jamais entendus auparavant. 3 semaines à dormir dans une chambre de bonne avec 5 millions cachés derrière la photo d'un mort. Le jour où l'argent a été crédité sur le compte, j'ai fixé l'écran avec les vrais chiffres confirmés. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti un soulagement, comme quand on arrête de porter quelque chose de lourd et que les bras tremblent, mais ça ne fait plus mal. Alors j'ai continué à vivre dans la chambre de bonne. J'ai continué à faire la vaisselle, à supporter les commentaires de ma tante. Tu as encore pris une douche. L'eau n'est pas gratuite, tu sais. Mais maintenant, chaque soir, après que tout le monde dormait, j'étudiais sur mon téléphone. Investissement, compte, intérêts composés, des choses que je n'avais jamais eu de raison d'apprendre jusqu'à présent. Mais les commentaires de ma tante n'étaient pas le pire dans cette maison. Au début, c'était des choses qu'on pouvait laisser passer si on essayait. Un regard qui s'attardait une seconde de trop quand je traversais le salon. Cette blouse est trop serrée pour toi. Non dit comme un compliment. Ces choses qu'on enregistre, mais qu'on se dit qu'on réagit de manière excessive. La deuxième semaine, je suis sorti de la salle de bain et il était dans le couloir, appuyé contre le mur. Il a dit qu'il cherchait le balai. Le balai était dans la cuisine. Je l'avais laissé là ce matin-là. J'en ai parlé à ma tante. Je l'ai regretté instantanément. Oh, n'exagère pas. C'est vrai. Il croisa les bras. Et honnêtement, tu pourrais t'habiller plus soigneusement.
Tu te promènes dans la maison comme si tu étais dans ta chambre. Je mettais la chaise en plastique contre la porte de ma chambre chaque nuit. Je commençais à me changer dans la salle de bain avec le verrou, on m'avait dit de ne pas quitter ma chambre après 21 heures. La 3e semaine, après 23 heures, j'entendis des pas lents et lourds traîner dans le couloir. La poignée de ma porte bougea 1 fois, 2 fois, 3 fois. La chaise en plastique trembla, mais elle tint bon. De l'autre côté, j'entendis un juron murmurer, puis les pas s'éloignèrent. Je ne dormis pas. Je restai assise sur le lit, le dos contre le mur, serrant le cadre photo de mon grand-père contre ma poitrine, fixant la porte jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, pendant que le mari de ma tante déjeunait comme si rien ne s'était passé, je me versai un café avec mes mains encore tremblantes. Je ne lui dis rien. Je ne dis rien non plus à ma tante. À quoi bon? Je savais déjà de quel côté elle était. Cet après-midi-là, j'allais voir mon avocate et lui raconter ce qui s'était passé. Elle m'aida à trouver un petit appartement dans un autre quartier. Je le louai au nom de la LLC, une chambre, une cuisine, une salle de bain avec eau chaude. J'y emménageai ce même week-end, avec mes 3 sacs poubelles et le cadre photo de mon grand-père. La première nuit où j'y dormis sans la chaise bloquant la porte, sans pas dans le couloir, sans commentaire sur la quantité d'eau que j'utilisais, je fixai le plafond. Paisible, pour la première fois depuis des semaines. Paisible. Je m'inscrivis à l'examen d'entrée à l'université, en administration des affaires. Je le passai, je réussis. Quand je vis mon nom sur la liste des étudiants acceptés, je m'enfermai dans la salle de bain et pleurai comme je n'avais pas pleuré depuis mon anniversaire. Mais cette fois, c'était différent. Quelque chose allait bien. C'est avec cette nouvelle routine que je le rencontrai. 22 ans. Il travaillait dans un stand de tacos près de l'arrêt de bus où je prenais le bus pour l'université. Il m'offrit un café un jour de pluie, et j'acceptai car personne ne m'avait rien offert pendant la semaine sans me faire payer. Le premier jour, nous parlâmes de tout et de rien. La semaine suivante, il m'apporta un petit pain sucré enveloppé dans une serviette parce qu'il disait que j'avais l'air mince. À la fin du mois, il faisait partie de ma routine. Le bus, l'université, l'arrêt de bus. Il m'écoutait, me demandait comment j'allais, et restait pour entendre la réponse. Il me dit que j'étais intelligente, que je méritais plus. Personne ne m'avait dit ça depuis mon grand-père. Je ne lui parlais pas de l'argent, mais je lui racontais tout le reste, mes parents, les quartiers de Bonn. Et il me serra dans ses bras et me dit que tout allait bien se passer. Et je le crus parce que j'avais besoin de croire quelqu'un. Pendant tout ce temps, mes parents ne me contactèrent pas une seule fois, pas un message, pas un appel, pas même un « tu es vivante ». Le seul qui m'écrivit fut mon frère, me demandant le mot de passe Netflix que je payais avec mes quarts de travail au magasin. Il ne me demanda même pas où je dormais. Je répondis parce que je ne savais toujours pas dire non. Ma vie commençait à prendre forme, un toit au-dessus de ma tête, l'université, une avocate qui me couvrait, et quelqu'un qui me faisait sentir que je n'étais pas seul au monde. Si c'était un film, une belle musique jouerait. Mais ce n'est pas un film. Et le pire n'était pas d'être chassé de la maison, le pire était encore à venir. Les choses avec mon petit ami changèrent progressivement. Au début, il était attentionné, patient et ne demandait rien. Mais après le 2e mois, il commença à faire des commentaires qui, au début, ressemblaient à des blagues. « Pourquoi ne m'invites-tu jamais à ton appartement? Tu caches quelque chose? » Je ne cache rien. Je ne suis pas encore prête. Nous sommes ensemble depuis des mois et je ne sais même pas où tu vis. C'est comme ça que la confiance fonctionne pour toi? Je laissais passer. 1 fois, 2 fois, et à la 3e fois, ça ne ressemblait plus à une blague. Si tu ne me fais pas confiance maintenant, nous ne ferons jamais rien. Les relations se construisent sur la confiance dès le début. Il me prit la main, la serra un peu plus fort que d'habitude. Je ne te fais pas pression, mais tu m'auras à distance. Tu ferais mieux de me le dire tout de suite. Et nous nous séparâmes. Nous nous séparâmes. La seule personne qui me demandait comment j'allais, la seule qui m'attendait à l'arrêt de bus, la seule qui me serrait dans ses bras quand je lui racontais des choses et ne me disait pas que j'exagérais. Je cédais, non pas parce que je le voulais, mais parce que l'alternative était de redevenir complètement seul. Les semaines suivantes furent les jours les plus normaux que j'ai eus depuis longtemps. J'allais à l'université le matin, le voyais l'après-midi, dormais dans mon appartement,
me sentant pour la première fois comme une personne avec une vraie vie. J'avais une routine, j'avais quelqu'un, j'avais un toit au-dessus de ma tête. Si vous m'aviez demandé alors, j'aurais dit que j'allais bien, que j'allais enfin bien, jusqu'à un mardi où je me suis réveillé avec des nausées et cela ne passa pas de la journée. Ni le lendemain, ni le surlendemain. J'ai acheté un test de grossesse dans une pharmacie loin de mon quartier. Je m'enfermais dans une salle de bain d'un centre commercial et fixais les 2 lignes roses sans bouger. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise sur le sol de la salle de bain avec le test à la main et mon cœur battant dans mes oreilles. Je lui ai envoyé un message. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. Il l'a lu. Les 2 coches bleues sont apparues. Il n'a pas répondu. Je l'ai appelé et je suis tombé sur la messagerie vocale. Messagerie vocale encore, alors je lui ai envoyé un message directement. Je suis enceinte. Il l'a lu et m'a bloqué. WhatsApp, Instagram, téléphone. Il m'a tout supprimé comme si j'étais un fichier qui encombrait son téléphone. Des mois de promesses effacées d'une simple pression sur un bouton. Je suis allé au stand de tacos où il travaillait. Le propriétaire m'a dit qu'il avait cessé de venir après une semaine. Tu es sa petite amie? Il a laissé 3/4 de travail impayé. Il m'a regardé avec pitié et m'a tourné le dos. Les jours suivants furent les plus longs de ma vie. J'allais à l'université nauséeuse, je rentrais dans l'appartement vide. Je restais allongé à fixer le plafond en essayant de comprendre quand tout était reparti de travers. C'est lors d'une de ces nuits blanches que j'ai consulté l'Instagram de mon frère pour la première fois depuis des mois. Il avait une nouvelle histoire, une photo de lui avec une bière et une légende qui disait « J'entends que ma petite sœur est déjà sortie avec son dimanche. » Comme je l'ai dit, elle ne tient pas un an sans tout gâcher. 23 likes. L'un d'eux appartenait à ma mère. Je fixais l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne tout seul. Mon frère savait que j'étais enceinte. Quelqu'un le lui avait dit, et ma mère l'avait vu et l'avait aimé. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocate. Je lui ai tout raconté, le petit ami, la grossesse, qu'il m'avait bloqué. Connaissez-vous son nom complet? Où travaillait-il? Je sais où il travaillait. Il n'est plus là. Nous allons le trouver. Et quand nous le trouverons, il paiera une pension alimentaire jusqu'à ce que cet enfant ait 21 ans. Vous avez les ressources. Cet homme a parié que vous étiez une fille célibataire. Rien. Il s'est trompé. Elle m'a dit de faire les tests, de me reposer. Ma grossesse était à risque élevé. Les médecins m'ont dit que ma tension artérielle était au maximum, que j'avais besoin de moins de stress. Au prochain rendez-vous, le médecin m'a demandé si j'avais quelqu'un pour m'accompagner. J'ai dit non. Elle m'a regardé une seconde de trop et a écrit quelque chose dans son carnet sans me dire quoi. À l'université, une camarade de classe m'a demandé si je voulais sortir manger après les cours. J'ai dit non. Elle m'a demandé la semaine suivante. Je lui ai dit qu'elle n'avait toujours pas cessé de demander. Les mois passèrent ainsi, le rendez-vous, l'université, l'appartement, ma main sur mon ventre parlant à quelqu'un qui n'était même pas encore né. Parfois, c'était suffisant, parfois non, mais le stress n'a jamais cessé parce que c'est pendant ces semaines que mes parents sont apparus. Je ne sais pas comment ils ont découvert l'argent. Je ne sais toujours pas, mais un jour mon ancien téléphone a sonné, celui qui avait encore le numéro qu'il connaissait, et c'était ma mère. Chérie, comment vas-tu? Ça fait si longtemps que nous n'avons pas parlé. Qu'est-ce que tu veux, maman? Oh, chérie, ne sois pas comme ça. Je voulais juste savoir comment tu allais. Nous avons entendu dire que tu te portais bien. Elle marqua une pause. Ton père et moi parlions. Nous pensions que la chose la plus juste serait que tu nous donnes un pourcentage, 30 pour nous et quelque chose pour ton frère qui a du mal avec son entreprise. Non. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Nous t'avons élevé pendant 18 ans, nous t'avons donné un toit, de la nourriture, une éducation. Vous m'avez aussi donné 3 sacs poubelles et 10 $. Ça équilibre les choses. Fille ingrate. Ton père avait raison. Tu en es une. J'ai raccroché. Les jours suivants, ils m'ont appelé 16 fois. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Mon père m'a laissé un message vocal que je n'ai écouté qu'une seule fois. Soit tu te ressaisis, soit nous serons obligés d'engager des poursuites judiciaires. C'est ton choix. J'ai enregistré le message. 3 semaines passèrent.
Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. J'ai pensé qu'ils avaient abandonné. Je me suis trompé. Ma mère m'a envoyé un SMS un mardi à 23 heures. Le ton était complètement différent. Ma fille, j'ai besoin que tu me répondes. Ton frère est parti. Il a pris tout l'argent de l'hypothèque. Il nous a laissés sans rien. Ton père ne peut pas dormir. La maison est saisie et nous ne savons pas quoi faire. S'il te plaît, nous sommes ta famille. Je n'ai pas répondu. Ma mère m'a appelé le lendemain, et le suivant, et le suivant. À la 6e fois, j'ai répondu. Ma fille, pour l'amour de Dieu, ils vont nous prendre notre maison. Nous n'avons nulle part où aller. Ton frère nous a laissés dans la rue. Et où suis-je allé quand ils m'ont chassé à 10 heures du matin avec 3 sacs poubelles? C'était différent. Tu étais jeune, tu pouvais te débrouiller. Différent. Nous avons juste besoin que tu paies l'hypothèque. Il ne s'agit pas de l'argent, c'est ton obligation en tant que fille. Mon obligation. D'accord. J'ai raccroché. 10 jours plus tard, j'ai reçu une assignation à comparaître. Mes parents avaient entamé une procédure pour me faire déclarer mentalement incapable. Selon les documents, j'étais une mineure récemment née avec une grossesse à haut risque, inexpérimentée dans la gestion de grandes sommes d'argent, et j'avais besoin d'un tuteur légal pour gérer mes biens. Le tuteur proposé était mon père. J'ai envoyé une photo de l'assignation à mon avocate. Elle m'a rappelé 10 minutes plus tard. Cela ne réussira pas légalement, mais ce n'est pas une manœuvre légale, c'est une tactique de pression. Ils veulent t'épuiser, ils veulent que tu te lasses, que tu aies peur et que tu leur donnes l'argent pour qu'ils te laissent tranquille. Que fais-je? Rien. Nous avons répondu en temps voulu. Le juge verra cela pour ce que c'est. Mais mes parents n'ont pas attendu le juge. 2 semaines après l'assignation, un lundi à 7 heures du matin, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. Je n'ai pas ouvert. Par le Judas, il y avait 2 hommes que je ne connaissais pas. L'un d'eux a sorti un téléphone, a parlé à quelqu'un, et ils sont restés là pendant 15 minutes. Ils ont joué 3 fois de plus. Quand ils sont partis, j'ai trouvé une note pliée sous la porte. Votre famille veut juste parler. Coopérez et cela sera facilement résolu. La prochaine visite ne sera pas si amicale. J'en ai pris une photo, l'ai envoyée à mon avocate, j'ai mis la note originale dans une enveloppe, et je n'ai pas attendu qu'ils reviennent. J'avais appris ça chez ma tante. Quand quelqu'un essaie d'entrer chez toi une fois, ils vont réessayer. Ce même après-midi, j'ai fait le nécessaire et j'ai déménagé dans un autre appartement, un autre immeuble, un autre quartier, même non sur le contrat de la LLC. Si quelqu'un demandait, l'avocate répondait. Une fois installé, avec la porte fermée, doublement verrouillée et les rideaux tirés, j'ai parlé à mon avocate. Le prêt hypothécaire de la maison de mes parents, celui qui est en cours de saisie, peut être racheté. Silence de l'autre côté. Oui, il est possible de racheter la dette. Techniquement, vous devenez le créancier. Vous décidez de ce qu'il advient de cette propriété. Faites-le. Êtes-vous sûr? C'est beaucoup de pouvoir sur les gens qui vous ont fait du mal. J'ai besoin que vous y réfléchissiez attentivement. J'y ai déjà réfléchi. Mon avocate a racheté la dette hypothécaire cette semaine-là. J'ai conservé la note de menace avec le message vocal de mon père, l'assignation à comparaître pour la tutelle, et la capture d'écran de ma mère aimant la publication de mon frère. Tout était dans un dossier que mon avocate gardait dans son coffre-fort. Mes parents continuaient d'envoyer des messages, ils continuaient le processus de tutelle, ils continuaient de frapper aux portes que j'avais déjà fermées, et ils ne savaient toujours pas que le prêt hypothécaire n'était plus à la banque, que quelqu'un l'avait acheté, que chaque message, chaque assignation, chaque note sous une porte allait directement dans ce dossier dans le coffre-fort de mon avocate. L'anniversaire de mariage de mes parents tombait un samedi, ils sont mariés depuis 30 ans. Ma mère avait organisé une réunion à la maison avec les quelques parents qui leur parlaient encore. D'après ce que mon avocate a découvert, l'idée était de demander de l'aide financière aux invités en la déguisant en célébration, un toast, quelques larmes, et de faire passer le chapeau. J'avais d'autres projets pour ce samedi. J'ai demandé à mon avocate de coordonner la remise de l'avis d'expulsion pour 16 heures. Pile au moment du toast principal. Elle m'a demandé si j'étais sûr. Je lui ai dit oui. Il m'a demandé si je voulais être présente. Je lui ai dit que non seulement je voulais être présente, mais que je voulais le remettre.
Je me suis habillé avec soin, pas de vêtements chers ou extravagants, une robe simple et propre qui mettait en valeur ma grossesse. Je n'allais pas arriver comme une millionnaire, j'allais arriver comme la fille qui avait été jetée à la rue avec des sacs poubelles. Je suis arrivé à 16h15. L'huissier m'attendait au coin de la rue avec les documents. Mon avocate était dans sa voiture à 2 pâtés de maison, au cas où quelque chose se compliquerait. J'ai frappé à la porte de la maison où j'ai grandi, la même porte qui avait été verrouillée le jour de mon anniversaire. Ma mère a ouvert la porte, et s'est figée pendant une demi-seconde. Puis son visage s'est transformé en quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. De la joie. Ma fille, tu es venue. Elle s'est tournée vers l'intérieur. Je t'ai dit que je viendrais, je leur ai dit. Elle m'a attrapé par le bras et m'a tiré dans le salon comme si j'étais un trophée. Il y avait environ 15 personnes à l'intérieur. Oncles, cousins, voisins. Mon père était assis en bout de table avec un verre à la main. Quand il me vit, il s'arrêta. Regardez qui a décidé de se montrer. Sa voix était douce, conciliante, la voix d'un homme qui a besoin de quelque chose. Bienvenue à la maison, ma fille. Ma fille. Il y a un an, j'étais un parasite. Ma mère m'a assise à côté d'elle. Elle m'a servi une assiette sans me demander si j'avais faim. Elle a parlé à tout le monde avec cette voix qu'elle utilise quand elle veut impressionner. Ma fille a été très occupée, elle travaille beaucoup, n'est-ce pas? Ma fille a très bien réussi. Nous avons toujours su que c'était une fille spéciale. Une tante que je connaissais à peine me regarda avec un sourire forcé. Et quand vas-tu aider tes parents avec la situation de la maison? Pauvre d'eux avec ton frère. Ma mère posa sa main sur l'épaule de ma tante comme pour la faire taire, mais son visage disait exactement le contraire. Je l'avais préparé. La question, l'attente, tout. Il voulait une pression sociale pour me forcer à céder devant des témoins. Mon père leva son verre. Je veux faire un toast. Pour 30 ans de mariage, pour la famille que nous avons construite et parce que, malgré les difficultés, nous sommes ensemble. Il me regarda directement, comme il aurait toujours dû le faire. Ma mère hocha la tête, les yeux brillants. C'est ça, mon vieux. Ensemble, la famille est toujours plus forte. Il se tourna vers les invités. Venez, ma fille est là. Elle sait que la famille passe avant tout. Nous avons toujours su qu'elle ferait la bonne chose. Tout le monde leva ses verres. Certains me regardèrent, attendant que je lève le mien aussi. Je ne le fis pas à ma fille, porte un toast. D'abord, je veux dire quelque chose. Je m'arrêtai. Le silence tomba dans la pièce. Ma mère me toucha le bras. Ma fille, ce n'est pas le bon moment. C'est exactement le bon moment. Je sortis l'enveloppe que j'avais préparée de mon sac. Je la posai sur la table devant mon père. Qu'est-ce que c'est? Il sourit nerveusement. Jouant toujours pour les invités. Ouvre-le. Il l'ouvrit. Il lut la première ligne. Le sourire disparut de son visage. C'est un avis d'expulsion. Vous avez 30 jours pour quitter cette maison. Ma mère se pencha pour lire, regardant par-dessus l'épaule de mon père. Ça? C'est de la banque. Ce n'est pas de la banque. La banque a vendu sa dette hypothécaire il y a 2 mois. À qui l'a-t-il vendue? À moi. Le silence qui tomba sur cette table fut le plus lourd que j'ai jamais ressenti dans ma vie. 15 personnes me regardant, mon père avec le papier dans les mains, ma mère la bouche ouverte. Ce n'est pas possible, dit mon père. Tu ne peux pas. Si je peux. Je suis la propriétaire légale de cette propriété. Mon avocate peut confirmer chaque détail. Mon père s'arrêta. La chaise grinça contre le sol. Il ne jouait plus la comédie. Écoute-moi attentivement, ma fille. Sa voix changea. Elle n'était plus conciliante, c'était la voix de l'homme qui m'avait appelé parasite. Tu n'es personne pour me prendre ma maison. Tu m'entends? Personne. J'ai construit ça de mes propres mains. 30 ans de paiement. Et tu arrives avec un petit bout de papier parce que de l'argent est tombé du ciel et que tu ne mérites même pas. Je suis restée silencieuse. Pendant une seconde, j'ai senti mon estomac se serrer. C'était la même voix, le même ton, le même homme debout devant moi me disant que je ne valais rien. Et pendant un instant, j'étais à nouveau la jeune fille de 18 ans debout dans le couloir avec 3 sacs poubelles.
Je ne mérite pas l'argent. Je le fixais sans ciller. Et je méritais d'être chassé de ma maison pour donner ma chambre à un escroc qui leur a volé jusqu'au dernier sou? Ton frère a fait une erreur. C'est différent. Différent. C'est toujours différent quand ça les arrange. Tu es pire que ton frère. Sa voix se brisa d'un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Au moins, il nous a volé ouvertement. Tu l'as fait en coulisses avec des avocats et des petits papiers, comme un serpent. La différence, c'est que je ne leur ai rien volé. J'ai acheté une dette que vous ne pouviez pas payer parce que le fils à qui vous avez donné ma chambre en a pris jusqu'au dernier sou. Mais je suis toujours le problème. Mon père était sans voix. Elle regarda les invités pour avoir du soutien. Personne ne rencontra son regard. Ma mère changea de stratégie. Les larmes apparurent comme par télécommande. Il s'approcha de moi, les bras ouverts. Ma fille, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Nous avons fait des erreurs, mais nous t'aimons. Vas-tu laisser tes parents dans la rue avec tout ce que nous traversons? Et qu'est-ce que j'avais quand ils m'ont sorti d'ici? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi quand j'ai marché 2 pâtés de maison avec mes sacs déchirés et que personne n'a appelé pour demander si j'étais vivante? C'était différent. Tu étais jeune, tu pouvais te débrouiller. Les larmes disparurent aussi vite qu'elles étaient venues. Ma mère me regarda avec quelque chose qui n'était pas de la tristesse, c'était du poison. Tu savais? Ton grand-père te remplissait la tête d'histoires. Que tu étais un diamant, que tu étais spécial, mais regarde-toi, tu es aussi folle que lui, aussi rancunière. C'est pourquoi tu étais toujours collé à ce vieil homme. Parce que vous étiez tous les deux faits du même bois. Il est mort seul et amer, et tu suis le même chemin. Ma gorge se serra. De tout ce qu'il m'avait dit cet après-midi, c'est ce qui m'avait le plus blessé. Non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'il utilisait le seul être humain qui m'avait aimé inconditionnellement comme une arme pour me faire du mal. Ça m'a pris 3 secondes. J'ai respiré. Mon grand-père est mort seul parce que vous avez arrêté de lui rendre visite quand il ne pouvait plus rien vous donner. Juste comme ils l'ont fait avec moi, je la regardais. La différence, c'est que je ne vais pas mourir seul. J'ai quelqu'un qui m'aimera inconditionnellement. Je touchai mon ventre. Et je ne te décevrai pas comme tu m'as déçu. La tante qui avait posé la question préparée se leva. Et, tu ne peux pas faire ça à tes parents. Ce sont des personnes âgées. Où veux-tu qu'ils aillent? Et où étais-tu quand ils m'ont chassé? Il demanda à ma mère où j'allais dormir cette nuit-là. La tente tomba. Mon père saisit les papiers d'expulsion et les déchira en 2. Ceci ne vaut rien. C'est ma maison et personne ne me fera sortir d'ici. Ce sont des copies. Les originaux sont chez le juge, avec le message vocal où tu me menaces, la note qui a été envoyée sous ma porte et l'assignation à comparaître pour la tutelle qui a déjà été rejetée. Je le regardais. Tout est documenté, papa. Tout. Elle resta avec les morceaux dans les mains, les fixant comme si le monde venait de s'effondrer sur elle. Je sortis une deuxième enveloppe de mon sac et la posai lentement sur la table. Qu'est-ce que c'est maintenant? Ouvre-la. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un billet de $10 froissé, taché, avec un coin déchiré. Le même qu'il m'avait donné le jour de mon anniversaire entre 2 doigts. Tu te souviens de ça, papa? Il ne dit rien. Il le regarda comme si quelqu'un lui avait montré une photographie de quelque chose qu'il voulait oublier. Pour le camion. Et ne sois pas ingrate. C'est ce qu'il m'avait dit. Sors, parasite. Nous t'avons supporté assez longtemps maintenant. C'est ça, c'est ce que c'était. Ma main tremblait, non pas de peur, mais de quelque chose d'indicible, de la jeune fille de 18 ans qui vivait encore à l'intérieur, se demandant si c'était la justice ou juste la seule chose qu'elle savait faire. $10. C'est tout ce que valait pour toi 18 ans de ma vie. Je le poussai vers moi avec 2 doigts. Je te les rendrai entièrement. Ton investissement est de retour. Ma mère s'effondra sur la chaise. Mon père fixait le billet comme s'il brûlait la table. La tante saisit son sac et partit sans dire au revoir. 2 cousins sortirent derrière elle. Les autres restèrent à fixer, incertains de ce qu'il fallait faire, leur verre de toast encore à la main. Je m'arrêtai, marchai vers la porte, la même porte. 30 jours. S'il ne quitte pas les lieux, l'huissier viendra avec l'ordre.
Ma mère courut après moi. Ma fille, attends. Pardonne-nous. C'était une erreur. Je me retournai. Vous savez ce qu'il y a de pire dans tout ça, maman? Ils ne m'ont même pas cherché. Pas un message, pas un appel. Des mois se sont écoulés jusqu'à ce qu'ils découvrent l'argent. Oui, je suis sa fille. Ce n'est pas le cas. Tu nous manques chaque jour. Chaque jour. Et pourquoi le seul qui m'a écrit était mon frère pour me demander mon mot de passe Netflix? Nous ne savions tout simplement pas comment les aborder. Ton père a sa fierté, et j'ai ma fierté. Je la regardais. La même fierté qui t'a fait aimer la publication où mon frère se moquait de moi parce que j'étais enceinte. La petite sœur est déjà sortie avec son dimanche 7 minutes avec un emoji rieur. 23 likes. Le tien en faisait partie. Elle devint blanche. 30 jours. Je marchais jusqu'à la voiture de mon avocate. Je montai, fermai la porte, et seulement alors, avec les vitres fermées et le moteur en marche, je me permis de trembler. Mon avocate me regarda dans le rétroviseur. « Tu vas bien ?» Je posai ma main sur mon ventre. « Je vais bien. 8 mois se sont écoulés depuis l'anniversaire. Mes parents n'ont pas déménagé dans les 30 jours. Ils ont attendu que l'huissier frappe à la porte avec le mandat. Une voisine m'a envoyé une vidéo. Ma mère partant avec des sacs en plastique, mon père portant une boîte avec la vieille télévision, tous deux montant dans un taxi sans savoir où aller. Des sacs en plastique. Je ne leur ai même pas donné cette symétrie. Ils vivent maintenant dans une chambre louée par un cousin éloigné en périphérie de la ville. Ma mère nettoie des maisons 3 fois par semaine. Mon père fait des travaux de plomberie quand il en a l'occasion. La femme qui m'a appelé femme de ménage toute ma vie nettoie maintenant les maisons des autres. J'ai appris que mon frère avait été pris dans un autre état avec une fausse identité et sans un sou. La petite amie avec qui il était parti l'a quitté quand l'argent a manqué. Le fil préféré, celui qui avait besoin d'espace pour progresser, a fini dans une cellule de 2 mètres sur 3. Le monde entier. Mon avocate a retrouvé mon ex-petite amie. Je travaillais dans un lave-auto dans une autre ville. L'ordonnance de pension alimentaire l'a rattrapé de toute façon, 30% de son salaire jusqu'à ce que mon fils ait 21 ans. 21 ans à payer pour des mois de promesses qu'il avait effacées en appuyant sur un bouton. Mon fils est né en mai. Je l'ai nommé d'après mon grand-père. Quand ils l'ont placé dans mes bras et que j'ai senti ses doigts agripper mon pouce, j'ai compris que tout ce que j'avais fait était pour qu'il n'ait jamais à dormir avec une chaise bloquant la porte. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un message de ma mère d'un numéro inconnu. Ma fille, j'ai entendu dire que le bébé était né. Je veux juste le rencontrer. Je ne te demande pas d'argent. Je veux juste le voir une fois. Je n'ai pas répondu. Un autre est arrivé une semaine plus tard. Nous te pardonnons tout. Nous voulons juste faire partie de ta vie. Nous te pardonnons. Comme si c'était moi qui avais besoin de pardon. J'ai bloqué le numéro. J'ai rendu visite à Donia Refugio un après-midi avec mon fils dans les bras. Elle a ouvert la porte avec le même vieux visage. Celle avec les sacs, a-t-elle dit quand elle m'a reconnu. Je lui ai donné une enveloppe avec un chèque et une note. Pour les 10 minutes de lumière qui ont changé ma vie. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il n'a rien dit d'autre, il a juste touché mon bras et a regardé le bébé. Un jour, je suis passé dans le quartier où j'ai grandi. J'ai vu la maison vide avec les fenêtres recouvertes de planches et l'herbe dans la cour jusqu'aux genoux. J'ai pensé que j'allais ressentir quelque chose. De la colère, de la tristesse. De la satisfaction. Je n'ai rien ressenti. J'ai juste vu une maison vide et j'ai continué à marcher. Aujourd'hui, je vis dans un appartement qui n'est pas grand, mais il est à moi. J'étudie le matin et l'après-midi, je m'occupe de mon fils. Je n'ai pas de nounou, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de partenaire. J'ai mon avocate, qui est maintenant plus une amie qu'une avocate. J'ai mon fils et j'ai la photo de mon grand-père sur la table de chevet avec le cadre toujours cassé. Je ne l'ai pas réparé. J'aime ça comme ça. Ils m'ont traité de parasite, de femme de ménage, de celle qui est en trop. Ils m'ont renvoyé, ils m'ont utilisé, ils m'ont abandonné, ils m'ont menacé et ils ont voulu me déclarer folle. Et je suis toujours là avec mon fils dans les bras et mon nom dans un acte qu'ils ne pourront jamais toucher. Je ne sais pas si ce que j'ai fait était une vengeance ou une justice.
Il y a des jours où je ne peux pas faire la différence. Ce que je sais, c'est que la fille qui a décidé sur un banc que c'était la dernière fois que quelqu'un lui ferait sentir qu'elle ne méritait pas d'exister, a tenu parole. Je suis allé trop loin ou pas assez loin? Avez-vous déjà eu à choisir entre la paix familiale et votre dignité? J'ai choisi, et pour la première fois de ma vie, c'est moi qui décide.